Vladimir Poutine, le président russe, a évoqué pour la première fois un statut d'État pour les régions de l'Est de l'Ukraine, là où s'affrontent loyalistes et rebelles pro-russes. Pour le président russe, la création d'un État doit être abordée dans les discussions sur la fin du conflit. Il estime qu'il s'agit de protéger les intérêts des personnes qui vivent dans les régions de l'Est de l'Ukraine. Ces déclarations marquent un vrai tournant dans la position de la Russie. Moscou avait jusqu'à présent seulement demandé que les régions orientales de l'Ukraine aient davantage d'autonomie. Pour en parler, nous sommes en ligne en direct ce matin avec le journaliste et écrivain spécialiste de la Russie, Pierre Laurin. Pierre Laurin qui est également auteur de l'ouvrage Moscou et la naissance d'une nation, paru aux éditions Bartilla. Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Pourquoi Vladimir Poutine fait-il ces déclarations maintenant concernant un État dans l'Est de l'Ukraine, alors que jusqu'à présent, il niait avoir de telles velléités ? Non, je crois qu'il y a une erreur de compréhension, tout simplement parce que nous avons, d'une certaine manière, interprété ces déclarations comme la volonté d'établir un État, alors qu'en fait, il a parlé de structure étatique, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que les structures étatiques sont fondamentales si l'on veut créer une fédération à l'intérieur de l'Ukraine. Les lands allemands ont une structure étatique, de même que les États américains, les États canadiens et même les parties de la Belgique ou les régions autonomes espagnoles. Donc il faut relativiser les choses. Il ne s'agit pas de dire nous voulons un État indépendant dans l'Est de l'Ukraine. Ce qu'il a dit, c'est mettre en place un dialogue pour sortir de la crise. Et ce dialogue ne peut avoir lieu que si l'on reconnaît à l'Est de l'Ukraine une autonomie suffisante pour qu'elle ait des structures étatiques. Une guerre, c'est aussi une guerre des mots quand il emploie ce terme de structure étatique, étant donné la sensibilité du sujet actuellement. Est-ce que Vladimir Poutine poursuit malgré tout un but précis qui serait de l'ordre de gonfler ses muscles, entre guillemets, ou de montrer qu'il souhaite réellement que l'Est de l'Ukraine soit, entre guillemets, plus de son côté ? Mais de toute façon, l'Est de l'Ukraine est de son côté. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'Est de l'Ukraine, il ne faut pas plonger, si vous voulez, dans la propagande adverse qui prétend que l'Est de l'Ukraine, c'est comme l'Ukraine et qu'il n'y a pas de différence. Non, il y a une différence essentielle entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest de l'Ukraine est beaucoup plus anti-russe, la culture est un peu différente, ils viennent plutôt d'union avec l'Empire austro-hongrois ou avec la Pologne, alors que l'Est de l'Ukraine, c'est une culture russe, c'est une langue russe, c'est une union avec la Russie depuis 360 ans. C'est un peu comme si on disait que, je ne sais pas, l'Alsace et Lorraine ne sont pas françaises. C'est très compliqué, vous savez. Là, on est dans une situation où, depuis le départ, ce que réclame l'Est de l'Ukraine, c'est une autonomie. Une autonomie culturelle, politique, une autonomie comme peut en bénéficier la Catalogne ou l'Écosse. Pas plus. Au départ, c'était ça. Le gouvernement de Kiev n'a pas voulu parce qu'ils veulent un État unitaire avec tout le monde qui est au même rang et au même niveau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible tout simplement parce que l'Est de l'Ukraine ne correspond pas à l'image que Kiev s'en fait et à l'image que l'Europe occidentale s'en fait non plus. C'est un tout petit peu, si vous voulez, toute proportion gardée, comme si ces gens qui demandaient simplement une autonomie, ces gens qui ont gagné les élections, ils ont gagné les élections en 2010 et en 2012, c'est eux qui ont gagné. Et soudain, ils sont privés de leur victoire électorale, alors qu'il y avait d'autres élections prévues au début de l'année prochaine. Il ne fallait pas attendre très longtemps pour changer de gouvernement. Et soudain, ils se voient dépossédés de leur victoire électorale. Comment voulez-vous qu'ils réagissent ? Et aujourd'hui, comment veut-on qu'ils réagissent ?
après avoir subi 2600 morts civiles par les bombardements de l'armée ukrainienne qui prétend que ce sont ses frères. Non, c'est pas possible. Là, il y a un problème. Et justement, la question aujourd'hui, c'est comment sortir de ce problème. Et la seule solution, c'est des négociations, mais des négociations face à face entre Kiev et ce que l'on appelle la Novorossia aujourd'hui, et qui aboutissent à une structure fédérale. Il n'y a rien d'ignominieux à parler de structure fédérale. La Belgique est une fédération, l'Allemagne est une fédération. D'une certaine manière, la Grande-Bretagne et l'Espagne le sont, les États-Unis, le Canada. Est-ce qu'il y a un problème majeur dans ces pays-là? Pourquoi y en aurait-il en Ukraine? Pourquoi Vladimir Poutine semble-t-il rentrer dans une logique de confrontation avec les Occidentaux à ce niveau-là? Je crois que là également, il y a une fausse perspective. Ce n'est pas Poutine qui est dans une logique de confrontation. Ce sont plutôt les Occidentaux. Vous savez, au début de la crise, au mois de novembre, lorsque, tout simplement parce que l'Union européenne refusait d'aller plus loin dans le volume du prêt qu'il était accordé à l'Ukraine, parce que l'Ukraine comptait sur à peu près 15 milliards d'euros. Et l'Union européenne a dit, tout ce que l'on peut vous donner, c'est 612 millions. À partir de ce moment-là, la transformation économique de l'Ukraine pour se tourner vers l'Occident ne pouvait pas se faire. Donc par conséquent, ce qu'a demandé l'Ukraine, ce sont des négociations avec l'Union européenne et avec la Russie. La Russie a accepté, c'est l'Union européenne qui a refusé. Depuis le départ, c'est l'Union européenne qui, comme elle est à 28 et très divisée, eh bien, ils ne parviennent pas à dégager une politique efficace. Ce qu'ils font, c'est se laisser entraîner par les événements, et c'est ça qui crée le problème. Ce n'est pas tellement la Russie, vous savez, je crois que de ce point de vue-là, aujourd'hui, la Russie a eu au contraire un rôle modérateur depuis un certain temps, tout simplement parce qu'elle a incité les séparatistes à ne pas trop insister sur la séparation et l'indépendance. Elle a insisté pour que la crise reste dans des proportions raisonnables et surtout, elle insiste depuis maintenant plus de 4 mois pour qu'on s'assoie à la table des négociations. Et c'est le gouvernement de Kiev poussé par les États-Unis et les Occidentaux qui ne veulent pas. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne est battue. Elle a perdu la guerre, ou quasiment. Alors, Elle est obligée de se replier. Donc par conséquent, les négociations doivent commencer. Alors justement, maintenant que l'armée ukrainienne perd du terrain, c'est l'OTAN qui commence à s'en mêler et annonce qu'elle va adopter un plan de réactivité par rapport à la politique de la Russie en Ukraine, notamment en déployant des soldats dans l'Est de l'Europe. Qu'en pensez-vous? Écoutez, l'Alliance Atlantique peut faire exactement ce qu'elle veut dans la mesure où c'est une alliance, où elle est composée d'États membres qui la composent, ils prennent les décisions qu'ils veulent. Simplement, les décisions, forcément, ont des équivalents de l'autre côté. La Russie, si elle voit se rapprocher dangereusement la présence militaire de l'OTAN, elle prendra des mesures équivalentes, des mesures adéquates. Bon, ça reste dans le... Là, pour le moment, on est encore dans le domaine du déclaratif. Avant qu'il se passe des choses, il se passera encore beaucoup de temps. Simplement, ce qu'il convient de dire, c'est que en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, les Occidentaux se sont engagés fermement à ne pas étendre l'OTAN à l'Est. Aujourd'hui, eh bien, l'OTAN est largement aux frontières de la Russie. Donc, je pense que l'OTAN, qui ne tient pas ses promesses, elle ferait peut-être mieux de réfléchir au fait qu'elle est en train aujourd'hui, avec cette politique à courte vue, de se priver d'un grand allié dans le futur, parce que les problèmes du futur se situent en Extrême-Orient et pas tellement en Europe, et que la Russie est, de ce point de vue, un allié indispensable pour les Occidentaux dans la perspective de problèmes graves avec la Chine notamment. Pierre Laurin, merci d'avoir été en ligne en direct avec nous ce matin sur Judaïque FM. Je rappelle donc que vous êtes écrivain spécialiste de la Russie et auteur de l'ouvrage Moscou et la naissance d'une nation, paru aux éditions Bartia. Merci.